François David, bonjour. En général, bonjour. Bienvenue en cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire, des lieux chargés d'histoire. Alors vous êtes historien, politiste, vous enseignez la science politique à l'université Jean Moulin Lyon 3, où vous dirigez également le laboratoire Francophonie, Mondialisation et Relations internationales. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et contributions, alors je ne citerai que votre dernier opus, L'Aigle et le Vautour, la naissance de la série A, 1945-1961, publié aux éditions Nouveau Monde en 2016. Alors François David, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour aborder ensemble la puissance américaine, la culture stratégique américaine, comment elles se sont constituées, sur quelle base elles reposent aujourd'hui et quels sont les défis auxquels elles sont confrontées en cet aube du XXIe siècle. Et nous nous situerons dans la continuité d'un article de réflexion stratégique paru sur Géostratégia, les États-Unis, un impérialisme sans empire, avec un point d'interrogation. Et bien, ça pourra être le point de départ de notre entretien. Et peut-être avant de nous intéresser aux défis du XXIe siècle pour la puissance américaine, je vous propose de rappeler finalement en quoi l'expansion américaine depuis l'indépendance des États-Unis est singulière et vient contredire alors ce concept de translatio imperii, concept qui voudrait que la puissance soit transférée d'empire en empire et souvent dans le sang. Votre analyse, c'est bien que cet impérialisme sans empire, cet hégémon bienveillant et stabilisateur, il s'est bâti sur une dialectique singulière entre isolationnisme et interventionnisme, entre réalcinisme et idéalisme. Il y a deux grandes phases dans l'expansion américaine, assez paradoxales chacune. La première correspond à l'isolationnisme et, c'est paradoxal, c'est le moment où les États-Unis sont une puissance finalement conquérante comme les autres puissances européennes, à savoir qu'ils vont faire la guerre à l'occasion, menacer des voisins de leur donner des territoires, sinon ce sera la guerre, ou encore coloniser purement et simplement, exactement comme les autres États européens. Ça, c'est la phase du XIXe siècle, la phase isolationniste, et elle est isolationniste parce que c'est vrai, il ne s'intéresse pas à l'Europe, il ne s'intéresse pas au vieux continent. Ça a été martelé à 3 reprises, 1793, l'acte de neutralité de George Washington, l'un des premiers executive orders de l'histoire, 1796, le testament politique de George Washington, et plus connu, 1823, la doctrine Monroe. Ces 3 piliers de l'isolationnisme vont gouverner la politique américaine au moins jusqu'en 1917, sinon jusqu'à 1941-45. Mais pour la sphère occidentale, comme ils l'appellent, le Western Hemisphere, c'est-à-dire les deux Amériques, Nord et Sud, là, ils sont en revanche très présents, avec l'achat de la Louisiane, l'achat de la Floride sous contrainte à l'égard de l'Empire espagnol en 1819, avec la période la plus conquérante de toutes, 1845-1848, l'annexion du Texas, et la guerre faite au Mexique qui va permettre de récupérer l'équivalent de 2 fois la France, c'est-à-dire la Grande Californie. Enfin, il y a au même moment, 1846-1848, sous la présidence Polk, de très fortes pressions sur la Grande-Bretagne pour se partager au nord-ouest l'Oregon. Et ceci se termine sur une phase coloniale tout à fait classique à l'européenne pour un pays qui dénonce les méthodes dès le départ des vieux États européens et des vieilles monarchies, en particulier au XVIIIe siècle. Les États-Unis sont un appétit tout à fait classique. 1893, ils acquièrent ou ils conquièrent Hawaï, et en 1898, c'est la conquête des Philippines, qui devient une colonie tout à fait traditionnelle, tout en transformant de l'autre côté Cuba, autre possession espagnole, en protectorat. Et puis deuxième phase, c'est la phase la plus connue, celle dans laquelle nous sommes encore, que certains le veuillent ou non, que l'actuel président des États-Unis le veuille ou non, c'est la phase wilsonienne. Ce sont les grands paramètres de la politique américaine qu'on peut résumer par les 14 points, c'est-à-dire bien sûr la Société des Nations, le multilatéralisme, Société des Nations comprendre ONU à l'arrivée et l'ensemble du système onusien. Là-dessus, le concept d'arbitrage, mieux vaut un mauvais compromis, devant une cour d'arbitrage comme la Cour internationale de justice,
ou devant ce qui va devenir le Conseil de sécurité de l'ONU, plutôt qu'une très bonne guerre à la clé. Le libre-échange fait partie des 14 points. La liberté de navigation maritime également, c'est toujours d'actualité à une époque où 90% du commerce mondial transite par voie de mer. Et puis l'autodétermination des peuples qui va se transformer en anticolonialisme, peut-être feutré à l'égard des deux alliés français et britanniques, mais tout de même très présent. Alors là-dessus, cette deuxième phase de sortie progressive de l'isolationnisme, réellement actée à partir de quelque part entre 1943 et 1945, c'est-à-dire le pic de la Deuxième Guerre mondiale et l'entrée en guerre froide, cette phase isolationniste met en exergue ce qu'on pourrait qualifier de ce qu'on pourrait appeler l'hégémon bienveillant. L'hégémon bienveillant, c'est un concept théorique, donc il faut lui accorder la part d'importance qu'il mérite, comme toute idée. C'est une vue de l'esprit, mais qui peut quand même servir à comprendre un certain nombre de choses. C'est tiré des travaux de Charles Kindleberger. L'idée de l'hégémon bienveillant chez Kindleberger, c'est de dire les États-Unis, justement, n'ont pas été cet hégémon bienveillant dans les années 30, puisque en 1933, Roosevelt a saboté la conférence de Londres qui aurait pu mettre un peu d'ordre dans les taux de change internationaux et éviter par la suite les dévaluations compétitives. Et c'est le rôle des États-Unis d'être cet hégémon bienveillant. Un hégémon bienveillant, ce n'est pas du tout bienveillant. L'hégémon bienveillant ne renvoie à aucune référence philanthropique, humanitaire ou d'ordre moral. Ça veut dire simplement qu'en servant ses intérêts propres et particuliers, une très grande puissance finalement finit par rendre service aux autres. Exemple, et je mesure le caractère tonitruant de ce que je peux expliquer dans cette bibliothèque fondée pour la revanche après 70, Bismarck a été un hégémon bienveillant pour l'Europe. Les Français ne le perçoivent pas du tout ainsi, mais après 70, Bismarck ne fait plus la guerre, Bismarck consolide le système européen, met en place tout un système d'alliances, réunit des ennemis ensemble comme l'Autriche et l'Italie, l'Autriche et la Russie, et tient à demeure la France que tous les autres à l'époque considéraient comme turbulente depuis la Révolution française. Bismarck fait cela pour l'Allemagne, rien que pour l'Allemagne, mais à l'arrivée, son système profite aux autres. Eh bien, ce paradigme bismarckien, on pourra le retrouver dans l'OTAN, puisque les États-Unis, bien sûr, font deux choses. Ils servent leur intérêt propre, leur sécurité commence quelque part sur le vieux continent et pas sur les bords de l'Atlantique, côte Est. Et en même temps, ils vont mettre deux ennemis dans le même camp, la France et l'Allemagne, ou encore la Grèce et la Turquie, et mettre en place un système à la fois de sécurité et un système politique qui garantit la stabilité et apporte la paix à l'Europe. En 2012, c'est l'OTAN qui aurait dû obtenir le prix Nobel de la paix, pas l'Union européenne. Alors, je vous propose d'aborder les fondements actuels de la puissance de cet hégémon bienveillant. La puissance américaine, elle s'appuie à la fois sur une certitude d'un destin manifeste, une certitude d'être la nation indispensable au monde. Donc c'est une dimension spirituelle, religieuse. C'est le messianisme que portent des élites nourries d'un projet culturel et civilisateur initialement propagé, vous nous l'expliquiez, par les familles WASP, et donc des élites waspisées, pour reprendre votre propre expression, qui entretiennent également une réflexion stratégique cohérente sur leur avenir mondial, et qui concrétisait notamment par le consensus entre démocrates et républicains sur la politique étrangère. Alors, vous considérez que, outre ce consensus que j'évoquais, la puissance américaine, elle s'appuie sur trois piliers fondamentaux et traditionnels, l'université, l'armée et l'économie. Tout à fait. Là, on a affaire à quelque chose de très classique. Pour revenir à nos amis allemands, ils ont obtenu cette synthèse armée, économie et université après leur défaite de Iéna en 1806, qui va conduire, avec notamment les frères Humboldt, à rénover l'université dans un contexte de proto-industrialisation et en même temps, bien entendu, la remontée en puissance de l'armée prussienne selon des règles qui avaient fait défaut apparemment contre toute attente face à Napoléon sur le champ de bataille de 1806, résultat 1813, Leipzig. Les États-Unis, c'est absolument ça, et dès le départ, la grande réussite de l'indépendance américaine, c'est que leurs universités ont été installées, les grandes universités, les universités majeures de l'Ivy League ont été créées dès le XVIIIe siècle, et certaines
dès le XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque pour nous de Louis XIII et de Richelieu. Ils ont des élites au moment où s'installe l'Union, les États-Unis d'Amérique, dans les années 1780. Là-dessus, oui, le projet des élites américaines, c'est un contre-projet européen. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que l'Amérique commence quelque part entre 1620 et 1630, justement, c'est-à-dire, pour rejoindre leur mythologie, les Mayflower en 1620, et puis la fondation de la colonie de la baie du Massachusetts par John Winthrop en 1630. On a affaire à des protestants qui en réalité sont les talibans de l'époque, ce sont des extrémistes qui veulent renverser une monarchie britannique qui essaye justement, enfin une monarchie anglaise, pardon, une monarchie anglaise qui essaye justement de réguler les passions nées des conflits religieux du XVIe siècle. Il n'en va pas de soi, ça ne va pas du tout de soi pour ce qu'on va appeler les puritains. Et ces puritains, ils veulent fonder l'équivalent d'une nouvelle Genève, et en réalité une nouvelle Jérusalem. Ils vivent la traversée de l'Atlantique exactement comme les Hébreux ont vécu la traversée de la mer Rouge. Et là-dessus, ils vont créer une contre-société européenne qui, politiquement ensuite, au XVIIIe siècle, à la veille de la guerre d'indépendance, a pour objectif de créer une nouvelle politique après une nouvelle société. Alors pour l'instant, on est dans le schéma interne, ça va devenir un schéma de politique étrangère au XIXe siècle. En 1845, c'est une borne miliaire de la politique étrangère américaine. 1845, on a un article qui est resté célèbre dans ce que j'appelle encore la mythologie américaine, dans les grands mythes fondateurs américains. C'est l'article d'un journaliste qui s'appelle John O'Sullivan qui va parler précisément de cette destinée manifeste. L'intérêt, là, une fois de plus, c'est qu'on part du local pour aller vers le global, c'est-à-dire qu'on part de la notion de conquête vers l'ouest, c'est le moment où les États-Unis annexent le Texas et s'intéressent à la grande Californie mexicaine, pour ensuite, au XIXe siècle, avoir un projet qui va devenir mondial. C'est-à-dire, de même qu'on a changé la politique interne, on a créé une république vertueuse, enfin ça c'est leur point de vue, bien entendu. N'oublions pas le taux de corruption électorale qui va être énorme jusqu'aux années 1970. Malgré cela, ils ont la conscience d'être quand même une démocratie qui fonctionne, ils n'ont pas de coup d'État, c'est une démocratie qui a su mettre en place des règles tout à fait pacifiques de résolution des différends internes, et ensuite, à partir de 1917, ce qu'on a fait en interne, on va le faire en externe, on va le faire sur le plan des relations internationales. Wilson n'entre en guerre que pour modifier les règles du jeu. Par contre, pourquoi ça a échoué en 1917 finalement? Pourquoi on a 1917, 1919, traité de Versailles, et puis par la suite non-ratification de la Société des Nations? Cela échoue parce que, justement, là, ils n'ont pas encore tout à fait mis au point leur grammaire internationale, leur logiciel international. Il n'y a pas de consensus. La SDN échoue parce qu'il y avait un obstacle majeur quand même que Wilson n'a pas du tout respecté, n'a pas pris en compte, c'est le fait que finalement la Société des Nations, la League of Nations, c'est une alliance militaire destinée à faire la guerre contre tout État envahissant un autre. Alors le Sénat américain a dit, mais dans ce cas-là, nous on ne sert plus à rien, c'était quand même la philosophie de départ, nous on a fait la révolution contre le roi George, pour imposer la volonté du peuple à travers la représentation parlementaire, le Congrès et en particulier le Sénat pour tout ce qui relève de la déclaration de guerre et des traités de paix. Si on entre en guerre automatiquement, selon la charte de la Société des Nations, nous violons clairement la philosophie de départ. Donc la SDN échoue, et notons bien qu'on n'a pas du tout cette automaticité dans la charte de San Francisco en 1945. Et on a ce grand désordre de l'entre-deux-guerres, où là pour le coup, on a déjà commencé. On est déjà hors de l'isolationnisme, on n'est pas encore dans on n'est plus dans l'internationalisme wilsonien qui aurait été une parenthèse. Et effectivement, cette Deuxième Guerre mondiale va accélérer la prise de conscience des élites en se disant on a tous les outils pour avoir une politique étrangère et les concepts de cette politique étrangère restent encore à forger les concepts en question. Et c'est 1943, c'est la philosophie des petits pas, c'est-à-dire que 1943 c'est juste un accord électoral entre Roosevelt et son opposant Dewey, où on dit, bon, dans cette campagne électorale, on se fera tous les coups bas possibles, mais pas au niveau de la politique étrangère. On va quand même, par respect pour ceux qui se battent dans le Pacifique et bientôt, et ceux qui ont débarqué en Afrique du Nord et qui vont bientôt débarquer en Europe, on ne peut pas en faire un terrain de football politique. Donc on a cet accord qui est transitoire, mais qui va en réalité perdurer avec
l'inversion de polarité qui est très nette à partir de 1945. Janvier 1945, le chef républicain au Sénat, Arthur Vandenberg, isolationniste acharné, devant ses pairs, explique « Je me suis trompé, nous ne pouvons pas désormais avoir une politique de splendide isolement, nous devons nous engager massivement en Europe, éventuellement dans le reste du monde, parce que n'importe quel souci, problème, crise commençant à des milliers de kilomètres d'ici aura tôt ou tard des répercussions gravissimes sur la sécurité de notre pays. Donc je me suis trompé, dit Vandenberg, et maintenant, en tant que républicain, donc dans l'opposition à ce moment-là à Roosevelt, puis bientôt très vite à Truman, comme sénateur républicain, j'ai désormais l'intention de soutenir une politique étrangère bipartisane fondée sur la rénovation de la politique étrangère mondiale à partir des principes américains. Alors, comme autre pilier alors, de la puissance des États-Unis, l'université, l'armée, l'économie, vous citez ces trois piliers. Alors l'armée, revenons là-dessus, oui. L'armée, en notant bien l'antimilitarisme à la romaine, c'est-à-dire un antimilitarisme très différent de ce qu'on a connu en France jusqu'à la suspension du service militaire. C'est un antimilitarisme de style, on ne franchit pas le pomerium, on n'entre pas dans le forum en armes, on se distingue bien le civil du militaire, mais ceci posé, on respecte en permanence la fonction militaire et le sang versé par les héros. Cette armée, en réalité, l'armée de terre, pour commencer, n'existe vraiment, concrètement et de façon opérationnelle qu'à partir des années 40. Avant, les États-Unis, à part quelques régiments de cavalerie pour surveiller les Indiens au XIXe siècle, l'armée de terre proprement dite n'existait pas. Le général MacArthur lui-même sera renvoyé à la vie civile au lendemain de la Première Guerre mondiale à laquelle il avait participé comme général en première ligne. Il va être brièvement licencié. Et là-dessus, le seul élément constant, ça c'est vrai, depuis les années 1790, c'est l'US Navy. Pour le reste, l'armée de l'air, ça c'est pour des raisons techniques bien sûr, c'est les années 30, associé à l'armée de terre comme dans les autres armées occidentales à ce moment-là. Et bien sûr, il y a aussi les Marines qui relèvent de la tradition américaine à partir de la fin du XIXe siècle, mais dans un but de maintien de l'ordre, en particulier en Amérique latine, dès qu'un pronunciamento tourne un peu mal, dès que les intérêts américains de certaines multinationales sont menacés, on envoie un bataillon de Marines rétablir l'ordre assez vite. Donc il n'y a pas d'armée américaine, au sens permanent du terme, à part la Navy, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a failli redevenir le cas très vite en 1945-1946, puisque c'est hyper connu, Truman rapatrie les djihadistes d'Europe, du Japon. Oui. Il faudra la guerre froide pour qu'on crée enfin un National Military Establishment pérenne. Et alors l'université et l'économie L'université, c'est à la fois le rite initiatique pour les élites américaines depuis le XVIIIe siècle, au XVIIe, même emprunté directement à la tradition anglaise, à la tradition britannique. C'est la parenthèse enchantée. C'est la matrice essentielle, c'est le moment aussi de sociabilisation à travers les sororités, les fraternités, très nombreuses aux États-Unis, certaines plus ou moins calquées sur les rites maçonniques. Et sur le plan social, aujourd'hui plus que jamais, avec justement le passage d'une société WASP à une société réellement multiculturelle, c'est le moule commun, c'est le ciment intellectuel, conceptuel, moral, voire éthique des futures élites américaines, quelles que soient désormais leurs différences nationales, leurs différences religieuses ou leurs différences sociales de départ. Et puis l'université, c'est à partir du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui plus que jamais, c'est la recherche naturellement. Ce sont les Américains qui ont quand même le plus poussé au départ la création de ces fondations où on va, comme Albert Einstein à Princeton, inviter des très grands chercheurs, les payer royalement et ne rien exiger en retour. En se disant de toute manière, ils vont tous travailler, chercher, penser, ils trouveront finalement quelque chose, mais en l'absence de toute contrainte. Ce schéma-là, il existe un petit peu en Europe, et il est quand même rarissime. Donc l'université américaine, oui, c'est la recherche, en association avec le monde militaire, s'il le faut, avec le monde du renseignement,
y compris sur le plan des ressources humaines, puisqu'à la fin de chaque année, sur les campus américains, avec les grandes sociétés qui viennent faire la promotion de leur recrutement auprès des futurs diplômés, on a sans vergogne, aux côtés des Marines, de l'US Army, de la Navy, on a la CIA et le FBI qui recrutent à visage ouvert, ou qui proposent en tout cas aux étudiants de prendre contact ultérieurement avec eux. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et puis bon, l'économie, ça je n'ai pas besoin d'insister. On peut donner beaucoup de définitions de l'Amérique. L'Amérique, c'est un projet. L'Amérique, c'est une aventure. L'Amérique, c'est surtout un business. Alors, puisqu'on a fait un petit peu le point à la fois sur la montée en puissance historique et puis gérer les ressorts et les piliers actuels de la puissance américaine, on va peut-être s'intéresser à la situation d'aujourd'hui et puis ensuite on essaiera de se projeter vers l'avant, dans le futur, ce 21e siècle. Alors, nous vivons vraisemblablement une transformation inédite du monde et des rapports de puissance sur la scène internationale. Alors, sur fond d'un double choc conjugué entre une révolution démographique, qui relativise d'ailleurs le poids des États-Unis et de l'Occident, une crise écologique dont le climat n'est qu'un des aspects, et également sur fond de bouleversements technologiques accélérés. Alors, dans l'article auquel je faisais référence, vous terminiez votre analyse en considérant que la promesse de l'aube, c'est l'expression que vous avez utilisée, la promesse à la source du dynamisme américain est loin d'être éteinte, et finalement que l'Empire américain n'en est qu'à ses débuts. L'Europe qui néglige, voire refuse le hard power, comme la Chine dont les valeurs sociétales ne seraient pas attractives, finalement, la Chine et l'Europe seraient disqualifiées. Et pourtant, cette promesse de l'aube semble s'estomper, alors de façon conjoncturelle ou plus structurelle, et vous nous le direz, puisque le rêve américain se fragilise aux États-Unis même, avec une crise économique, une crise sociale, une crise politique, voire morale, dont finalement l'élection de Donald Trump n'est qu'une des manifestations les plus visibles. Et qui dit crise intérieure, fragilisation du rêve américain interne, eh bien fragilisation également à l'extérieur, fragilisation de l'influence, de la capacité de séduction, ce qu'on appelle le soft power américain, et d'autant plus que la politique étrangère, alors depuis l'élection du dernier président américain, devient unilatérale. On peut citer la dénonciation des accords de Paris ou de l'accord sur le nucléaire iranien ou encore du traité, du partenariat transpacifique. Alors, est-ce que la promesse de l'aube qui se voile, c'est de façon conjoncturelle ou plus structurelle ? Déjà, une simple observation. Qui a envie de devenir citoyen chinois ? Qui a envie de devenir citoyen américain? Beaucoup apparemment, puisque ça se bouscule aux frontières. Et pas seulement les Mexicains, pas seulement les Asiatiques, également des Européens, bon, à un niveau bien moindre, mais tout de même. La Chine est une dictature. Et une dictature en train de se retotaliser, c'est-à-dire de devenir totalitaire au sens où le pouvoir en place pense pour les autres. Et dit à l'ensemble des citoyens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. On n'a pas du tout ça aux États-Unis, même si, bien entendu, par d'autres biais, la pression sociale, religieuse ou culturelle peut être très forte. Les États-Unis ont un taux de chômage qui tourne depuis maintenant 2-3 ans autour de 5%, quelle que soit la manière de le calculer, en prenant en compte l'emploi précaire ou pas. Je pense que n'importe quel gouvernement européen proposant un taux de chômage en sortie de mandat à 5% se fait réélire automatiquement sans avoir à faire campagne. Donc je ne partage pas du tout l'analyse d'un déclin américain, parce qu'en particulièrement, j'y vois chez beaucoup d'analystes l'art de prendre ses désirs pour des réalités. Il y a eu au moins 2 phases où, dans les années 30 et dans les années 70, l'Amérique, c'était fini, terminé. Les années 30, je ne reviens pas là-dessus. Et puis les années 70, souvenons-nous, quand même, c'est après le Vietnam, après la crise intérieure du Watergate, c'est même l'Union soviétique, pour certains analystes, qui était en train d'emporter la partie. Et les soviétiques le croyaient fermement d'ailleurs à ce moment-là. C'est le moment des années 70 où Carter veut renoncer au programme des 10 à 11
porte-avions nucléaires géants, ceux d'aujourd'hui, même s'ils sont en train d'être remplacés par la nouvelle génération USS Gerald Ford. Bon, donc c'est au moment où l'Amérique est parmi les époques la plus déprimée, les années 70, qu'elle met en place un programme de projection de force, les fameux 10 porte-avions nucléaires géants, qui vont assurer sa suprématie, son hyperpuissance au lendemain de la guerre froide. Donc, on ne peut pas exclure que l'Amérique soit effectivement en train d'emprunter la piste du déclin, mais par prudence élémentaire, on l'a déjà dit 2 fois, on le redit une 3e fois, il y a quand même des ressources considérables encore sur ce continent et dans ce pays. Je pense que l'Amérique reste un pays d'innovation scientifique. Je ne suis pas convaincu, mais je suis prêt à en débattre indéfiniment, que la Chine, que le Japon soient des pays d'innovation scientifique. Ce sont des pays à la pointe de la science, dans le cas chinois, qui profitent considérablement de leur réseau de professeurs nationaux éparpillés à travers la planète. En mathématiques, c'est 1/4 à 1/3 des revues à comité de lecture de rang A, contrôlées en réalité par des comités éditoriaux d'origine chinoise. N'oublions pas le rôle des diasporas qui n'apparaissent pas forcément dans les radars statistiques parce que certaines diasporas gardent la citoyenneté de leur pays d'accueil sans demander celle de la République populaire de Chine. Donc on a tout un phénomène de captation de ressources intellectuelles, d'idées, de concepts. Ce n'est pas à proprement parler de l'innovation, même si officiellement ils se sont lancés dans l'intelligence artificielle, mais on sait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, 2019, reste un concept très confus et très flou. L'innovation existe aux États-Unis. Le GPS, c'est américain. L'Internet, c'est américain. Essayez d'utiliser Google, qui est une société privée, certes, en concurrence avec Baidu à Pékin, bon courage. Ce n'est pas du tout la même souplesse, la même attractivité, le même caractère séduisant. Bon. Donc là-dessus, j'ai pris l'université, j'ai pris la science, j'ai pris la technologie. En matière militaire, il faut absolument prendre en compte la montée en puissance de l'appareil militaire chinois depuis 5 ans maintenant. C'est-à-dire qu'il se dote effectivement d'une capacité de projection de force. En particulier le lancement d'un programme de porte-avions nucléaires, un programme aéronautique dont on voit bien qu'un jour ou l'autre ça débouchera sur des avions cargo géants, outre bien sûr leur prise de participation dans la vie économique de certains pays, en particulier asiatiques et africains, pour ne pas parler plus récemment de l'Italie ou de la Grèce. Mais ceci posé, d'un point de vue purement technologique, nous allons vivre dans les 10 prochaines années une deuxième rupture, une deuxième révolution dans les affaires militaires. C'est-à-dire que cette première révolution des affaires militaires des années 90, qui était le fruit de l'accumulation des recherches et de développement militaire durant la guerre froide, qui finalement a servi pour la première guerre du Golfe, puis pour la guerre du Kosovo, où là la puissance de feu était démultipliée par la technologie. Nous allons, à la suite des énormes programmes d'investissement, voyons que le budget noir du Pentagone, c'est-à-dire les programmes secrets, dépasse largement le budget de la défense français. On a à un moment donné un effet d'accumulation, comme dirait Hegel, qui va produire qualitativement, dans 10 à 20 ans, une rupture supplémentaire avec, bien sûr, le vieux continent et le reste des compétiteurs éventuels comme la Chine. Oui, alors, peut-être pour terminer, pour se focaliser sur cette rivalité sino-américaine qui risque de structurer le XXIe siècle, hein, le CSFRS a récemment soutenu une étude sur les nouvelles routes de la soie chinoise. Et finalement, la conclusion qui est tirée de cette étude, c'est que ce projet est le vecteur d'une nouvelle forme de mondialisation conforme aux intérêts de Pékin, une nouvelle forme de mondialisation que la Chine entend déployer aussi bien sur le plan matériel qu'immatériel, et donc on parle de numérique, on parle de normes. Projet qui s'avère également un formidable vecteur d'influence. Et là, on voit que le soft power chinois, en tout cas le modèle social chinois, commence à séduire un certain nombre de régimes de par le nombre, jusqu'en Europe.
avec des pays qui considèrent que les valeurs démocratiques et libérales ne riment pas obligatoirement avec croissance économique. Alors, vous avez aussi certains analystes qui parlent de risque de piège de Thucydide auquel les Américains pourraient être confrontés dans les années à venir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage donc, sur cette rivalité sino-américaine au XXIe siècle et sur ce risque de tomber dans le piège de la puissance dominante qui tente d'empêcher par tous les moyens, qui pourrait tenter d'empêcher par tous les moyens la montée en puissance de la puissance émergente. Oui. Oui, alors le piège de Thucydide, ça se termine par la guerre, puisque le piège de Thucydide, évoqué par Thucydide, c'est les Spartiates qui se méfient désormais de la montée en puissance d'Athènes. Donc il faut la guerre. Il y a quand même une variante, plutôt que de faire la guerre, c'est contenir, containment, endiguer. Et c'est certainement la voie qu'empruntent les États-Unis aujourd'hui. Je pense que personne aux États-Unis ne songe à faire la guerre à la Chine. Je pense que tout le monde, à défaut de connaître l'avis du général de Gaulle sur le sujet, sait qu'on ne peut pas gagner une guerre nucléaire contre la Chine. On peut peut-être gagner une guerre nucléaire contre l'Union soviétique ou la Russie, pas contre la Chine avec son immense réservoir démographique. Donc, je suis quand même assez suspicieux de cette expression piège de Thucydide, parce que ça signifierait alors qu'il ne faudrait jamais tenter de concurrencer ou de défier un adversaire potentiel. Pourquoi pas? Mais on ne vit pas dans un monde parfaitement irénique. Le souci actuellement qui semble se dessiner, il est psychologique et moral. Les élites chinoises sont de plus en plus arrogantes, à tous les niveaux. Elles commencent, pour le coup, pour reprendre les exemples empruntés à l'histoire par Graham Allison dans son ouvrage récemment justement sur le piège de Thucydide, elles commencent beaucoup à ressembler au gouvernement allemand quelque part entre 1890 et 1905. Elles sont de plus en plus... pour donner un simple exemple anodin et léger, dans le métro à Pékin actuellement, ils diffusent des vidéoclips pour éduquer les masses avec sous-titrage en anglais, et il y avait le fameux contrat économico-commercial conclu avec l'Italie récemment, résumé par... l'histoire a rendez-vous avec l'avenir. Ils ont encore été assez diplomates pour ne pas dire le passé a rendez-vous avec l'avenir. On voit bien toute la condescendance qu'il y a derrière ce titre, qui avait évidemment été visé par les autorités de censure du parti. On voit bien la vieille Italie impériale romaine qui va, autre translation impérii, transmettre le flambeau à la Chine, qui va vous dire désormais comment on fait le capitalisme à travers la planète. Donc, cette tension avec la Chine ne débouchera pas nécessairement sur un conflit. Et justement, elle ne débouchera pas forcément sur un conflit si on sait la contenir, si on sait poser des limites très précises aux autorités chinoises sur ce qu'elles peuvent faire et ne pas faire. Je ne suis pas certain qu'il y ait une attraction pour le modèle autoritaire chinois. Le modèle qui domine en matière de modèle autoritaire actuellement et depuis en fait 25 ans, c'est un autre modèle chinois, c'est le modèle de Singapour. C'est celui-ci qui attire réellement les États, en particulier asiatiques, et c'est celui qu'on essaye, c'est-à-dire les économistes européens ou même notre ami Trump dernièrement, de vendre aux États africains. Parce que c'est une synthèse beaucoup plus fine, laissant quand même une part supérieure à l'individu que le modèle qui s'installe aujourd'hui, ou qui se réinstalle aujourd'hui à Pékin, qui empêche l'initiative. Pas d'initiative individuelle, pas d'innovation. Et je répète, c'est ça, c'est peut-être, il faut là-dessus braquer les projecteurs et bien réfléchir à ce qui se passe dans les laboratoires chinois ou ce qui ne s'y passe pas. Donc là, il y a un champ ouvert à la recherche contemporaine. C'est peut-être ce qui va manquer le plus à la Chine, c'est-à-dire l'innovation proprement dite, et pas simplement recopier, refaire, en améliorant ce qui a été fait ailleurs. L'innovation donc comme levier clé de la puissance au XXIe siècle. Un des leviers clés, parce qu'on aura toujours besoin de la bonne vieille Kalachnikov au fin fond des jungles
pour gagner une guerre aussi. Ou N16 du plutôt, alors en l'occurrence. Oui, ou du lance-pierre. Bien, François David, nous arrivons au terme de cet entretien. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré, vous remercier pour avoir mis en perspective historique l'expansion de la puissance américaine, la jeunesse de sa culture stratégique, et puis nous avoir éclairé sur ses ressorts, ses piliers, sa capacité à cette puissance américaine à faire face aux défis du XXIe siècle, défis internes, défis externes. Merci François David. C'est moi qui vous remercie, mon général. Je vous en prie. Un vrai plaisir.